Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est de plus en plus contesté, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont nombreux, en effet, les Maliens qui exigent sa démission. Mais que lui reproche-t-il et concrètement, que dire de la gouvernance de l'homme? Les tensions politiques actuelles au Mali sont-elles surmontables? Si oui, comment y parvenir? 3 Maliens avec moi pour en parler. Madame Ramata Maïga Koulibaly, vous êtes maintenant une habituée de mon émission, membre du mouvement M5 RFP, Rassemblement des Forces Patriotiques France-Europe. Vous faites partie, Madame Koulibaly, de ceux qui exigent la démission immédiate du président malien. Pourquoi voulez-vous qu'il quitte le pouvoir? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tiambel Gimbayara, infatigable défenseur du pouvoir malien. Vous êtes journaliste, directeur de publication de La Voix du Mali. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta finira-t-il par quitter le pouvoir comme le lui demande Mahmoud Dicko et sa coalition? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci de m'inviter. D'avoir accepté notre invitation. Bala Sissé, vous êtes, juriste, docteur en droit public spécialisé en droit constitutionnel, pour être plus précis, à travers plusieurs articles. Vous proposez ce que vous croyez être les solutions possibles pour une stabilisation durable de votre pays, le Mali. On en parle également dans cette émission. Merci. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation, tout comme le 5 juin passé, ils étaient encore nombreux, les Maliens, à être descendus ce vendredi dans les rues de Bamako pour dire leur colère et réclamer la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est un chef religieux qui coalise ses colères, il s'appelle Mahmoud Dicko. Mais que veut et jusqu'où peut aller Mahmoud Dicko? On en parle après ce reportage signé Mokta Bari, notre correspondant au Mali. L'histoire entre Mahmoud Dicko et le président Ibrahim Boubacar Keïta commence en 2013, où l'imam et les très influents shérifs de Nioro Bouye Aïdara ont appelé à voter pour le candidat Ibeka, qui, à l'occasion, l'avait largement emporté face à Soumaïla Cissé. Avant la fin du mandat en 2018, survient la rupture entre les amis d'hier. En décembre 2018, l'imam, après la réélection du président pour son second mandat, est en guerre avec le premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga, dont il obtient la démission grâce à une manifestation populaire le 5 avril 2019. Depuis lors, Mahmoud Dicko gagne en aura, lui qui avait dans le passé obtenu la libération des soldats maliens. De ce grand peuple du Mali, cette grande nation du Mali, bâtisseur des empires et des royaumes, n'est pas un peuple soumis. Non, il n'est pas un peuple résigné. C'est un peuple debout. Ibeka est éphémère avec Temetlif là. Son régime est éphémère, mais le Mali demeure. Arabisant mais parlant aussi bien français, Mahmoud Dicko, avec son mouvement de soutien fédère politique, religieux et mouvement de la société civile sur les mots qui minent le Mali, avec la bénédiction du shérif de Nioro qui est toujours sollicité pour toutes les actions, depuis son fief de Nioro à 400 km de la capitale. Il faut noter que Mahmoud Dicko, il est sunnite, donc c'est quand même... il y a beaucoup d'adeptes pour cette branche de l'islam-là, ils sont assez nombreux, donc qui se retrouvent aussi dans ce qu'il dit. Donc une partie, sinon même dire la majorité de ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans le combat mené par Mahmoud Dicko sont des sunnites et qui se reconnaissent en lui, se reconnaissent en son message. C'est aujourd'hui ce qui fait la force de Mahmoud Dicko. Une prise de conscience parce que ce que Mahmoud Dicko dit, au-delà de l'aspect religieux, il y a quand même ce qu'il faut dire, ce qu'il faut noter surtout, c'est que c'est des problèmes qui sont là. C'est des difficultés que les Maliens vivent. Quand ils parlent de mauvaise gestion, on a vu ici des rapports de vérificateur général avec des milliards détournés et on ne sait jamais ce qui... Et après, il n'y a pas de suite. Plusieurs médiations en cours pour faire plier les mouvements de contestation. Moussa Traoré et Amadou Toumani Touré, 2 anciens présidents, ainsi qu'une délégation de la CEDEAO présente sur le sol malien depuis ce jeudi. Nous sommes dans des familles chez nous, dans des familles politiques, dans une grande famille malienne et une plus grande famille de la CEDEAO. Alors notre famille a commencé à être assez bruyante et la grande famille de la CEDEAO s'en est inquiétée
est venu savoir ce qui se passe. Comme ça se passe de tradition chez nous. Quand il y a beaucoup de bruit dans une famille, les voisins viennent chercher à savoir ce qui se passe. Donc la CEDEAO est venue chercher à savoir ce qui se passe. Il faut s'en réjouir, il faut les saluer pour cette attention portée sur notre pays, qui est un maillon essentiel de la CEDEAO. Et pour nous tous, c'est très clair, c'est M. Ibrahim Boubacar Keïta et sa gestion calamiteuse du pays. Ibeka, tous les jours que Dieu fait, a fait preuve qu'il est l'élément déstabilisant de la République. Nous l'avons noté avec force et conviction. Et pour ceux qui ne l'avaient pas compris hier, pour ceux qui étaient ses amis, tous nous sommes arrivés à cette même conclusion. Alors donc pour demander aux responsables de la CEDEAO d'aider le peuple malien à ce que Ibrahim Boubacar Keïta quitte le pouvoir. Le gouvernement a, en plus de la concession faite aux enseignants qui avaient rejoint le mouvement, décrété un deuil national de 72 heures en mémoire aux soldats tombés le dimanche 14 juin sur le champ d'honneur. L'imam Mahmoud Dicko, ancien allié du président de la République, veut aujourd'hui, selon lui, débarrasser le Mali des maux tels la corruption, la mauvaise gouvernance et bien sûr l'insécurité. Comment commencer cette émission sans une pensée pour ces 22 soldats maliens tombés ce dimanche 15 juin sur le champ d'honneur? Dirons-nous, toutes nos pensées vont à leurs familles ainsi qu'à celles de ceux qui sont déjà tombés avant. On espère que le cycle infernal de la violence prenne fin dans votre pays, le Mali. Madame Koulibaly, c'est impressionnant quand on voit la foule, quand on voit les foules qui descendent dans les rues de Bamako demander que le président Ibrahim Boubacar Keïta quitte le pouvoir. Mais pourquoi voulez-vous que le président malien quitte le pouvoir? Richard, merci de nous avoir invités et puis d'avoir organisé ce débat aujourd'hui autour du Mali. Merci beaucoup, comme d'habitude. Permettez-moi de déjà remercier tout ce peuple qui vient, que nous avons vu, je dis tout le peuple malien, qui ont enduré des souffrances depuis 7 ans. Les souffrances qu'ils ont endurées, ils sont là, et ils s'accrochent à leur pays, à leur terroir qui est le Mali. Si au jour d'aujourd'hui, le peuple se soulève, c'est que vraiment, il y a... Sinon, le Malien, il est patient, le Malien est croyant, et donc le Malien s'accroche à tout ce qui est, je vais dire, tout ce qui est la population, tout ce qui est la famille. Le Mali constitue une famille, mais si au jour d'aujourd'hui, il y a une partie de la famille qui s'est levée, c'est que trop, c'est trop. Et dans la foulée, comme vous venez de le dire, je présente aussi mes condoléances à ces familles, à toutes les familles qui ont perdu des enfants, des personnes proches, sans compter nos soldats qui sont tombés. Depuis 7 ans, on a perdu plus de 5000 soldats dans cette affaire, et sans compter la société civile, et également de faire une pensée pour les personnes qui ont été enlevées, et dont Soumaïla Cissé, évidemment. Absolument. Nous souhaitons qu'ils retrouvent leurs parents, leurs amis. Oui. Alors donc, pour répondre à votre question, c'est le ras-le-bol. 7 ans durant, les gens sont dans une souffrance. Pas d'eau, pas d'électricité. Les enfants ne vont pas à l'école. Richard, je le dis tout le temps sur votre plateau, depuis que c'était 600 écoles, 700 écoles, aujourd'hui on est au-delà de 1000 écoles qui sont formées dans le nord et dans le centre. Sans compter l'école qui est fermée depuis, les enseignants sont en grève depuis janvier, donc une année blanche. Et sans compter, pour se nourrir c'est un problème, pour se soigner c'est un problème. Et la cerise sur le gâteau, l'insécurité du Nord. Aujourd'hui, il n'y a que ce périmètre de Bamako qui reste. Sinon, partout au Mali, c'est l'insécurité totale. Donc, il est à 2 ans de son deuxième mandat. Le peuple malien, les Maliens n'ont plus... Enfin, j'ai dit les Maliens. Ceux qui demandent sa démission n'ont plus la patience d'attendre qu'il finisse son mandat. Vous ne pouvez pas attendre qu'il finisse son mandat. 2 ans, il est à 3 ans. Mais c'est trop. Le Mali disparaîtrait dans 2 ans. Ce n'est pas possible. Pensez-vous? Moi, je le pense. C'est l'existence du Mali qui est en jeu au jour d'aujourd'hui. À ce point-là? Si je peux vous dire, Richard, si on partage le Mali en 4, les 3 quarts du Mali ne sont plus de l'État malien. L'État malien n'existe pas dans les 3 quarts. Voilà. Donc,
si le quart qui reste, si on laisse le pouvoir à Ibeka aujourd'hui... C'est une question de survie. C'est une question de survie. Semblez-vous nous dire, Madame Coulibaly Tiambel et Gimbaïra, mais nous parlons ici d'une situation d'une extrême gravité quand même. C'est rare que vous voyez comme ça des foules descendre dans les rues, demander à un président en plein exercice de quitter le pouvoir. Comment vous vivez ça? Vous qui êtes un soutien du président Ibrahim Boubacar Keïta. Merci beaucoup de l'invitation, Richard. Permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de ceux qui sont tombés, toutes les victimes de la crise au Mali qui date de 2012, civils, militaires, amis du Mali. Richard, le Mali revient de loin. Nous avions connu cette guerre depuis 2012. Une crise sécuritaire s'en est suivie. Les conséquences sont lointaines. Il y a une part de responsabilité de nos dirigeants successifs jusqu'à ce régime. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a hérité d'un pays en lambeaux, un pays en crise, un pays en difficulté. À cette crise s'est ajoutée aujourd'hui la crise sanitaire avec le Covid-19, la crise sécuritaire. Et nous allons vers la énième crise politique, ce qui n'est pas souhaitable pour le Mali. Malgré les difficultés, nous sommes entre Maliens, nous devons, cette opinion, elle est là. Et il ne faut pas la négliger, elle est importante, elle compte. Mais nous sommes dans une situation assez particulière que de laisser nos égos prendre le dessus. Nous devons tous nous donner la main, sauver ce pays qui est notre bien commun. Il n'y a pas d'espace d'évolution. Je crois que tout Malien, franchement parlé, il n'y a pas de langue de bois aujourd'hui. Oui. Tout Malien vit ça avec amertume, difficulté et avec regret. Mais vous comprenez les raisons? Les raisons sont partagées, les responsabilités et les raisons sont partagées. Aujourd'hui, je ne dis pas que tout est rose sous le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il a fait de son mieux, il continue à faire de son mieux. Il travaille pour, au terme des mandats qui lui a été conférés doublement après un premier quinquennat, dans ce second quinquennat-là. Avec ces difficultés, avec la conjoncture internationale, il faut comprendre une bonne fois pour toutes que le Mali est un pays sous tutelle. Nous sommes un pays sous tutelle où il y a des tutelles de la communauté internationale. Nous avions signé des accords, nous avions pris des engagements. Le président de la République, combien de fois il s'est battu, combien de fois il s'est rébellé? Monsieur Gimbaïra, comme on n'a pas assez de temps dans cette émission, on va essayer d'être concret et précis. Vous êtes jeune et vous savez aujourd'hui que la jeunesse africaine a vocation à faire autrement à la politique. On va quitter les grandes phraséologies. Madame Coulibaly dit des choses simples. Pas d'eau, pas d'électricité. Et je vous dis, on verra dans les autres parties de notre émission, la majorité des Maliens n'ont pas accès aux soins de santé primaires. On n'a pas besoin de la communauté internationale pour ça. Pourquoi parlez-vous de tutelle? Quelle tutelle empêche aujourd'hui que ce ras-le-bol ne s'exprime dans la rue Tiambel et Gimbaïra? Je décris là une situation qui est complexe, avec la responsabilité des autorités maliennes. Je ne dédouane pas la responsabilité du président qui assume ce mandat avec ses gouvernements successifs et son gouvernement qui travaille au service de Maliens. Mais je dis, le Mali n'est pas en vase clos dans un monde en difficulté. On est d'accord. On ne peut pas exercer une souveraineté sur un territoire où on ne te donne pas les moyens, où on n'a pas les moyens de servir les Maliens. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas négliger et ni nier. La difficulté n'est pas aussi à ce niveau-là. Il ne faut pas élever le ton jusqu'à là, dire que rien n'est fait. Je ne suis pas de cet avis, évidemment. Mais je dis que je ne peux pas aussi me contenter de dire que tout est rose et qu'on arrive à remplir ces obligations, toutes ces obligations. Ça, c'est une réalité. Dans mon introduction, je vous demandais si le président Ibrahim Boubacar Keïta quittera le pouvoir, s'il acceptera de démissionner comme le lui demande la rue malienne. Non, moi je reste légaliste jusqu'au bout. Je ne suis pas pour la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Je ne l'appellerai pas à démissionner et je le soutiendrai jusqu'au bout de son mandat. C'est très clair. Nous sommes ici en face d'un juriste, vous êtes spécialisé en droit constitutionnel. Le cas malien est en train de nous poser là, la situation au Mali aujourd'hui nous met en face d'un cas difficile à cerner en droit. C'est vrai que quand j'ai demandé à Madame Coulibaly quelles sont les raisons précises pour lesquelles on demande aujourd'hui au président Ibrahim Boubacar Keïta de quitter le pouvoir, elle en a énuméré, elles sont pertinentes, mais on peut en trouver ces raisons, on peut trouver ces raisons dans d'autres pays aussi. Que fait-on, que dit la Constitution dans ce cas? Cher Richard, je vous remercie. Tout d'abord, j'ai une pensée républicaine, tous les victimes de la crise au Mali depuis 2012 en un jour. Mais que prévoit la Constitution malienne sur
la démission. Est-ce que juridiquement, d'un point de vue constitutionnel, est-ce que la constitution malienne prévoit la démission, où il y a un exercice de son mandat. En plein exercice de son mandat, la question on peut se poser. Qu'est-ce que la constitution malienne prévoit concrètement? Est-ce qu'il y a un principe d'obligation de la démission du président de la République? La réponse est non. Voilà. Il n'y a pas juridiquement sur le plan juridique. Mais sur le plan juridique, n'oublions pas que la démission est un acte volontaire. Bien sûr. Où une personne renonce une fonction ou un mandat. Mais sur le plan constitutionnel, un président élu démocratiquement, que la Constitution lui donne cette légalité. Parce que le fond du débat au Mali, nous sommes entre la légalité et la légitimité. Sur la question de la légalité, rien ne prévoit, la Constitution n'interdit pas. Mais attention, faisons attention aux mots que nous allons utiliser ici. Il y a démission, mais la Constitution prévoit la destitution du président de la République dans des situations précises. Exactement. Haute trahison, parjure, etc. Madame, je reviens tout à l'heure à vous, monsieur le juriste, un peu pour voir comment, dans quelle perspective, en termes juridiques, on va se situer. Madame Coulibaly, ce qui se passe là, en droit, ça s'appelle coup d'État. Ce que Mahmoud Dicko est en train de faire, ça s'appelle coup d'État. Qu'est-ce que le président Ibrahim Boubacar fait aujourd'hui qu'on peut assimiler à la haute trahison ou à la parjure? Puisque c'est seulement ce cas que prévoit la constitution malienne pour qu'en plein exercice, le président puisse quitter le pouvoir. Quand dans un pays, le président de la République, Boubacar Ibeka, est arrivé au pouvoir en promettant la sécurité. C'est pour cette raison que son premier mandat, il a été élu. Parce qu'il a promis que quand il va arriver, il va enrayer le terrorisme et il va apporter la paix aux Maliens et il va enrayer la corruption. Oui. Au jour d'aujourd'hui, lorsque Ibeka est arrivé au pouvoir, oui, Kidal était territoire malien. C'est vrai. Voilà. Kidal était territoire malien. Et le problème se posait juste dans le nord. Là, ça s'est déplacé dans le centre. Oui. C'est arrivé, voilà, ça s'est déplacé jusque dans le centre. En tout cas, l'administration était à Kidal. Kidal n'était pas... Voilà, l'administration... En 2013... En 2014 déjà, l'administration était encore à Kidal. Au jour d'aujourd'hui, nous avons deux présidents. Nous avons Ibeka et nous avons aussi le président de la SEMA, qui est shérif, Bilal Ag-Chérif. Bilal Ag-Chérif. Ibeka sort des décrets et des décisions. Bilal Ag-Chérif aussi sort des décrets et des décisions. Donc, nous avons deux présidents de la République. C'est très intéressant Nous n'avons pas élu deux présidents de la République. Donc, si le peuple se lève d'abord, la Constitution, comme vous dites, c'est un coup d'État. Mais Ibeka a trahi le peuple pour moi et pour tous les Maliens, tout ce monde-là qui sont sortis, plus de... En sacrifiant l'intégrité territoriale malienne. En sacrifiant l'intégrité territoriale malienne et aussi la corruption pour laquelle aujourd'hui, qu'est-ce qui gangrène le Mali? On reviendra sur la question de la corruption. Il y a la corruption partout, madame. Partout il y a la corruption. On ne demande pas au président de quitter le pouvoir. Oui, mais je veux dire déjà... L'intégrité territoriale n'a pas été sauvegardée. Mais de ce point de vue, je vous comprends. Voilà. On vous comprend tout à fait. Mais moi, je vous ai posé la question, j'ai parlé de coup d'État, parce que si à chaque mécontentement, le président doit quitter le pouvoir, peut-être Macron ne serait pas encore au pouvoir aujourd'hui avec les Gilets jaunes. Ce n'est pas un mécontentement, c'est l'existence du Mali. Du Mali, on est d'accord. Voilà. Le juriste que vous êtes... certains spécialistes, dans des situations comme ça, demandent l'introduction dans la Constitution du référendum révocatoire. C'est-à-dire un mécanisme constitutionnel qui permet au peuple de dire à un président, de décider qu'un président, même si c'est 1 an qu'il a fait au pouvoir, ou 2 ans qu'il a fait au pouvoir, même s'il est à 4 ans de la fin de son mandat, de quitter le pouvoir. Mais là, on ne l'a pas au Mali. C'est ça les problèmes. Quels sont les schémas possibles à l'avenir? Très rapidement, dites-nous. Bon, pour les schémas possibles, les cas maliens, j'ai déjà... Comme vous le savez, moi je pense que si la Constitution ne prévoit pas la démission actuelle du président malien en exercice, peut-être pour le futur, est-il nécessaire de mettre à ces mécanismes révocatoires? Mais là, la question qui se pose juridiquement, on ne peut pas, si on veut rester dans la légalité constitutionnelle, le président doit aller jusqu'au bout de son mandat. Mais toutefois, la question de la légitimité du président reste contestée.
Parce que si on regarde d'un point de vue de la Constitution, comme vous avez si bien dit, il y a un problème qui se pose. Sauf l'article 95 de la Constitution malienne prévoit en cas de haute trahison. Mais cette Constitution, il y a des ambiguïtés qui ne dit pas, qui ne donne pas une définition juridique. Qu'est-ce qu'il y a de haute trahison? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout, est-ce que, la question qu'on peut se poser, est-ce que les revendications demandées par le mouvement M5 rentrent dans cette catégorie juridique? La réponse reste, on ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas une définition juridique, mais en tant que Malien, si je m'exprime en tant que Malien aussi, il faut répondre et comprendre leurs revendications sont légitimes. Parce que le président de la République reconnaît qu'ils sont légitimes. Si Mahmoud Dicko, l'imam Mahmoud Dicko et son front maintiennent la pression, qu'est-ce qui va se passer? Mais en réalité, je suis d'accord avec vous, comme vous le disiez, parce que moi j'appelle ça un coup d'état civil, le gouvernement de la rue. Mais attention, le gouvernement de la rue n'est pas la démocratie. Si, d'un point de vue constitutionnel, parce que la Constitution prévoit dans son article 26 que la souveraineté nationale appartient au peuple malien. Mais si ça appartient au peuple malien, mais n'oublions pas, la démocratie n'est pas le régime d'une minorité, parce que ce n'est pas tout le peuple malien qui sont debout aujourd'hui contre le régime. Il faut être sincère. Mais toutefois, les régimes ne peuvent pas cacher derrière en disant oui, c'est une minorité, mais ceux qui revendiquent leurs revendications sont légitimes parce que, en tant que Malien, je pense que l'éducation, tout État est fondé sur l'éducation. La question sécuritaire, je pense qu'il y a des revendications légitimes, mais je pense, d'un point de vue constitutionnel, la Constitution ne prévoit que, dans son article 36, un mécanisme en disant que lorsque le président est empêché provisoirement, ses fonctions sont exercées par le Premier ministre. Ce n'est pas le cas. Il est en bonne santé, il est physiquement présent, il dirige le Mali et si on s'en tient à la Constitution malienne, il faut le laisser aller au bout de son mandat. De son mandat, dans la légalité. Mais la Constitution prévoit encore en cas de vacances du pouvoir, comme vous avez dit, ce n'est pas le cas du décès ou ce n'est pas le cas aussi de la démission. Parce qu'il peut y avoir une démission volontaire. Reconnaissons que le président peut démissionner volontairement quand même, mais il n'y a pas une obligation de démission du président de la République au niveau de la Constitution. Mais comme on dit, quand nous sommes des juristes, tout ce qui n'est pas interdit peut être permis. Merci. Bala Cissé, je rappelle que vous êtes publiciste, juriste et spécialiste de droit constitutionnel. Merci pour vos éclairages que vous avez apportés dans la première partie de notre émission. Merci à vous. Je propose qu'on marque une toute pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. Deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Et le numéro de ce jour est consacré au Mali. Un nouvel invité m'a rejoint, Abraham Sori Ibrahima Sidibé. Vous êtes le porte-parole du collectif Diaspora pour la libération de Soumaïla Cissé. Soumaïla Cissé, c'est le chef de file de l'opposition malienne. L'homme est depuis le 25 mars 2020 aux mains de preneurs d'otages. C'est fou qui veulent mettre le Mali à genoux. On en parlera au cours de cette émission. Merci en tout cas de m'avoir rejoint. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le président malien est acculé. Il est acculé, mais l'homme a fait des propositions, se dit prêt, a fait des concessions. On écoute très rapidement un petit extrait du discours prononcé il y a quelques petits jours par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Chers compatriotes, vous méritez une nation forte et fière. Je vous ai compris, et c'est cela la lourde responsabilité que j'ai avec vous. Le jeudi 11 juin, j'ai renouvelé ma confiance au Premier ministre Boubou Cissé, venu conformément à la Constitution, après que les élections se soient tenues, me remettre sa démission ainsi que celle de son gouvernement. Une nouvelle équipe gouvernementale sera bientôt composée selon les critères de taille et de qualification, tels ceux recommandés par le dialogue national inclusif tenu en décembre dernier. Cette équipe sera mise au service du Mali et n'aura aucun droit à l'erreur. Elle ne saurait être un simple changement de gouvernement. Elle sera un gouvernement de changement, exclusivement porté sur des résultats définis au préalable et mesurable. La nouvelle équipe gouvernementale s'attaquera, entre autres, sous le leadership du chef du gouvernement, à la mise en œuvre urgente
des résultats du dialogue national inclusif qui a mis en avant toutes les priorités du peuple malien. Je vous ai entendu, vous méritez une nation forte. Je mettrai très rapidement en place une équipe qui n'aura droit à aucune erreur et elle s'attaquera aux priorités du Mali telles que définies par le dialogue politique national en décembre dernier. Voilà le message. La main tendue du président Ibrahim Boubacar Keïta. Que répondez-vous au président malien? Alors, merci Richard pour l'invitation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu tard. C'est un peu tard, pourquoi? Parce que il a eu la possibilité de tendre la main. D'abord, on tend la main à des gens qui sont très loin. Okay? Le peuple malien, il est là. Même pas besoin de tendre la main. Il faut sortir et discuter avec le peuple au bon moment, au moment opportun. Ça n'a pas été le cas. Mais il y a eu le dialogue. Justement. Que vous avez boycotté. Exactement, j'arrive. En fait, le Mali, il ne faut pas qu'on va sauter de gouvernement d'union en gouvernement d'union. Le gouvernement que monsieur le président de la République a dissous, hein, de par la démission du Premier ministre, c'était aussi un gouvernement d'union nationale. Allons-nous passer de gouvernement d'union nationale à gouvernement d'union nationale? Non, la solution, le président n'a pas la solution. La main tendue, aujourd'hui, elle arrive tard. Elle arrive tard pourquoi? Parce que, premièrement, quand vous regardez, Richard, qu'est-ce qui s'est passé le 5 juin? Le 5 juin, le peuple malien est sorti pour exprimer son ras-le-bol. Qu'est-ce qu'il a fait, le président? Il a répondu par un silence souverain, par un dédain envers le peuple. Il a fallu, on a attendu, le peuple est sorti les 5. Le président de la République a pris la parole quand? Près de 10 jours après. Donc la main tendue, pour moi, elle arrive tard. Mais il y a deux solutions possibles. Il y a encore deux issues possibles. La première, c'est la libération immédiate de Soumaïla Cissé, qui est un homme républicain. Le chef de file de l'opposition. Exactement, qui est en même aujourd'hui de pouvoir discuter avec tout le monde, tous les Maliens. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens qui manifestent aussi par rapport à Soumaïla. Donc aujourd'hui, la libération immédiate de Soumaïla est une première solution. Et la deuxième, qu'on proposera au président, il y a deux portes. Il y a une fenêtre et il y a une grande porte. Il peut choisir la grande porte en démissionnant avec respect, en négociant les conditions de sa sortie, ou bien partir par la fenêtre. Et ce sera une démission qui lui sera imposée. La démission lui sera imposée. Si la démission a été imposée à ATT, c'était une sortie par la fenêtre. On peut sortir par la porte en négociant les conditions de sa démission. Et on peut aussi sortir par la fenêtre en laissant qu'on nous impose la démission. Tiens, Belle Gimbaïra, M. Sidibé dit quelque chose qui a son sens. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes jeune et comme vous le savez, la jeunesse malienne, tout comme la jeunesse africaine, aspire à une autre politique. Il faut faire autrement la politique. Comment se fait-il que le président Ibrahim Boubacar Keïta a manqué de temps d'anticipation pour laisser la situation atteindre ce pourrissement? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qui se dit aujourd'hui, il le savait. Jusqu'à laisser Mamoud Dicko mobiliser autant de monde dans Bamako. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au Mali? Qu'est-ce qui se passe au Mali? C'est la bonne question que les Maliens doivent se poser. C'est la bonne question d'autant plus que M. Abraham qui nous rejoint évoque un drame humain. Soumaïla Cissé, je l'ai connu. Et là, nous ne sommes pas dans des considérations politiques. Je suis solidaire de lui par rapport à la situation qu'il vit et je souhaite vivement qu'il rejoigne les siens le plus vite possible. Parce que ça n'a pas de politique, c'est un drame humain et Soumaïla Cissé doit être libre et tout le monde conjugue ses efforts pour aider le président qui a donné signe de vie de Soumaïla Cissé, qui lui a parlé au téléphone. C'est ça l'interprétation, en tout cas, que je fais de signe de vie. Ça veut dire très prochainement que tout est mis en œuvre pour qu'il recouvre sa liberté. Par rapport au cas du Mali, les difficultés du Mali ne datent pas d'aujourd'hui. Nous sommes en situation difficile. Nous connaissons un pays jeune, très jeune, avec une démographie galopante, avec une situation économique difficile. Je rappelais tantôt la crise économique, la crise politique. Mais aujourd'hui, nous assistons à un braquage des institutions. Nous assistons à un braquage des... Il faut appeler le chat par son nom. C'est un coup d'État civil qu'on est en train de mettre en place. Ce n'est pas acceptable. Moi, républicain, démocrate, engagé, légaliste, je ne m'associerai jamais à un coup d'État civil. Surtout de la part de ceux
qui étaient, qui qui ont partagé. Y compris si ça devient une question de survie, comme dit Mme Koulibaly. Nous avions des questions régaliennes sur lesquelles tous les Maliens se retrouvent. C'est pourquoi je n'entends pas dépasser la ligne rouge entre Maliens quand il y a une discussion d'opinion ou de point de vue par rapport. Parce que nous sommes appelés demain à se retrouver, à se battre pour l'intégrité territoriale du Mali. Sur Kidal, nous sommes en phase sur Kidal. Moi, je n'approuve pas ce qui se passe à Kidal. Mais est-ce la seule responsabilité du président Ibrahim Boubacar Keïta? Donc le président a compromis l'intégrité territoriale du Mali. Est-ce la seule responsabilité du président Ibrahim Boubacar Keïta? Non. Mais il y a sa part de responsabilité. Il y a sa part de responsabilité. Donc il a trahi la Constitution et les Maliens. Non, je n'irai pas jusque-là. Je crois que ça a été imposé. Je crois que ça a été imposé par la communauté internationale, par l'implication, par l'ingérence qu'on assiste. Et la dernière ne date pas de là. Et le dernier mot revient évidemment au peuple, ensemble au peuple. Les dirigeants ont leur part de responsabilité, mais ce n'est pas une part de l'opinion qui va résoudre cette question. Le dernier mot revient au peuple. Dites-vous, moi, je voudrais, avant qu'on continue ce débat, et saluer quelque chose, relever quelque chose, c'est banal pour vous, peut-être, mais de là où je suis et avec ce que je vois dans d'autres pays, c'est important de souligner l'esprit républicain de l'armée malienne. Aujourd'hui, il y a des manifestations dans Bamako. Personne ne tire sur les Maliens. L'armée malienne se comporte de façon républicaine avec une retenue qu'il faut saluer, que moi, à titre personnel, je relève ici dans cette émission. Espérons que les manifestations puissent se poursuivre comme l'autorise la Constitution sans qu'il y ait perte en vie humaine. Madame Koulibaly, le président de la République, vous tend la main. Il est prêt à faire beaucoup de choses. Vous l'avez vu. Gouvernement de l'âge union. Non seulement ça, il est prêt à dissoudre l'Assemblée nationale. Il est prêt à revoir... L'Assemblée nationale, ça, il faut mettre des réserves. Bon, l'Assemblée nationale vient de voter une loi pour... La Constitution interdit au président... Il y a certains députés aujourd'hui... La Constitution interdit... Il y a aujourd'hui à l'Assemblée nationale certains députés dont la légitimité est fortement contestée. Il faut y apporter réponse. Il y a un problème. Il y a un problème. À commencer même par celle du président. Alors, madame, la main tendue du président de la République. La saisissez-vous? La main tendue du président de la République. Je crois que le président de la République, comme l'a dit Cheikh, n'a pas à tendre la main. Parce que ce peuple-là, il doit être au cœur du peuple. Comprendre si le peuple va bien, si le peuple ne va pas bien. Donc si c'est le président de la République attend que le peuple soit dans la rue pour tendre la main, il y a un problème. Il faut crier, hurler, avoir combien de... Il n'est jamais tard pour construire ensemble le Mali. Pour pouvoir... Mais la main tendue, ce n'est pas la première main tendue. La première main tendue, c'était dans l'accord d'Alger, qui était la conférence d'entente nationale qui a eu lieu. Et il y a eu une charte qui est sortie de cette conférence d'entente nationale qui n'a jamais été appliquée. Après, lorsque le peuple a souffert, se met à crier, il nous sort encore dialogue national inclusif. Ce dialogue national inclusif, il a pris là-dedans ce qu'il voulait. Il a pris là-dedans ce qu'il voulait. C'était quoi? C'était les élections législatives. Et on sait les élections législatives, comment elles se sont passées. Et on nous parle de constitution. La constitution, qui l'a agressée? Qui a outrepassé la constitution? Le président de la République. Tout ce qui s'est passé dans ces élections législatives, jusque-là, depuis la Cour constitutionnelle, jusqu'à la mise en place du président de l'Assemblée nationale, tout est contre la Constitution. On nous parle de Constitution. Savez-vous, M. Richard, la main tendue de M. le président de la République, on lui donne un bic et qu'il nous signe sa démission. Vous savez, la ménagère... Vous ne la saisissez pas, la main tendue. On lui donne un bic et, puis il signe sa démission. Quand tu emploies quelqu'un et qu'il ne remplit pas son contrat, il ne remplit pas la fiche, on dit démission. Comment imaginez-vous la suite? Moi, on peut imaginer que le président de la République dise « Je suis élu pour 5 ans, je ferai les 5 ans ». Vous ferez quoi? Richard, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Le peuple malien est souverain. C'est une révolte. Vous pensez vraiment que les gens vont encore attendre 2 ans, 3 ans? Aujourd'hui, savez-vous comment les gens vivent au Mali? Savez-vous comment nos soldats vivent aujourd'hui? Et savez-vous les raisons pour lesquelles ils se font tuer comme des poulets? Le point qu'il soulève, Sidibé, est très important. Et Tiambel et Gimbaera, c'est vrai qu'on dit le terrorisme se nourrit de la précarité, de la pauvreté, de la malgouvernance, etc., etc.
qu'est-ce que vous avez fait? Quel fait concret? Quelles sont les réalisations concrètes que vous avez à mettre aujourd'hui sur la table pour calmer l'ardeur de ceux qui réclament aujourd'hui la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta? Il est au pouvoir depuis 2013. Et je peux vous dire, monsieur Tiamel et Gimbayara, la pauvreté n'a pas reculé. Pas du tout. La grande majorité des Maliens aujourd'hui n'ont pas accès aux soins de santé primaires. 75% disent certaines études. C'est trop. Les écoles sont fermées. Les Maliens ont l'impression de piétiner. Mais quelle solution apportez-vous à cela? Monsieur Richard, oui. Il faut à un certain moment donné qu'on soit objectif. Oui. Le Mali est en crise, on ne cessera jamais de le rappeler. C'est vrai. C'est vrai, l'effort qui est déployé sur le terrain est insuffisant. Certes, c'est réel, mais il faut le mesurer dans son contexte. Il faut le mesurer dans son contexte parce que le Mali est un pays pauvre. Les citoyens, le président fait des efforts. Le président fait des efforts. Nous avions... Nous sommes en difficulté en réalité. Nous sommes en difficulté. Moi, je respecte, je réponds à la question. Vous avez le temps de réagir. Donc, vraiment, vous avez... Moi, je crois, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Je pense vraiment que le Mali est un pays pauvre par rapport à la réalité. Mais qu'est-ce qui est fait jusque-là? Mais potentiellement, le Mali n'est pas un pays pauvre. Oui, on est d'accord. Oui, dans les faits. Mais pourrait nourrir toute la sous-région. Le Mali est les moyens de pouvoir mobiliser les ressources et de les mettre à disposition. Avec la guerre, avec le Covid, avec l'insécurité, avec toutes ces difficultés qui s'assènent dans un pays pendant un temps donné, c'est difficile si même les populations n'écoutent pas, n'entendent pas, si la jeunesse est tout le temps dans la rue, si ces hommes et ces femmes divertissent de l'essentiel, nous dévient de notre chemin, apportent la confusion, les populations et refusent les institutions, refusent d'accepter, d'accompagner, refusent d'aider, refusent pas manger, les enfants ne vont pas à l'école, les enfants et 50 000 tonnes pour entendre ça. Distribués en période de soudure. 500 milliards. 500 milliards. 500 milliards. Okay. 6 milliards pour prévenir le Covid. Est-ce que mon frère Tchambel, est-ce que toi, tu peux me dire pourquoi un président de la République, pendant 2 ans, vous faites voter une loi, l'article 35, vous faites voter 39, pardon, 39, vous faites voter par votre gouvernement et votre parlement, pendant 2 ans, qui changeait peut-être un tout petit peu les conditions des enseignants. Pour ranger tout ça, il fallait seulement 50 milliards. Il vient nous parler des 500 milliards. Ils sont en 2 temps, 3 mouvements, d'élever 500 milliards pour lutter contre le Covid. Pendant 2 ans, on a nos enseignants qui crèvent de faim. Ils ne sont même pas payés correctement. Ils ne sont pas capables d'élever 50 milliards. Moi, je vais répondre à Tchambel. Allez-y rapidement. Voilà, grand frère, moi, je pense sincèrement que le grand frère Tchambel, il vit un cauchemar éveillé. Pourquoi? Comme dit Simone Veil, aujourd'hui, l'obéissance à un homme dont la légitimité n'est pas éliminée, dont l'autorité n'est pas, l'obéissance à un homme dont l'autorité n'est pas éliminée de légitimité est un cauchemar. Aujourd'hui, très clairement, il se passe que le premier à piétiner la constitution malienne, c'est Ibeka et son régime. Qui est-ce qui est le premier à amener les religieux au Mali, dans la politique? C'est Ibrahim Boubacar Keïta. Il a été élu grâce aux religieux. Il a amené les religieux. Donc aujourd'hui, il faut qu'il assume. Chacun campe sur ses positions, ça se voit que la situation est crispée. La CEDEAO veut décrisper, veut aider à décrisper la situation dans votre pays, le Mali. Oui, la CEDEAO, c'est vrai que... Ça vous fait rire? Oui, pourquoi? Ça vous fait rire? Je vais venir, oui, parce que bon, on dit bien quand il y a des problèmes dans une famille, on a toujours des voisins. On a entendu dans l'élément qui est passé. Voilà, des voisins qui viennent. Mais la CEDEAO, ils n'ont pas entendu les cris de la population malienne. La CEDEAO ne s'est pas rendu compte que l'école est fermée, l'école marche banal malin depuis 6 ans. Et là, l'école est fermée depuis janvier jusqu'au... Pour des raisons de sécurité. Absolument pas. C'est la, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas d'études. Voilà. Là, c'est la grève de... Entre autres, il y avait déjà la question sécuritaire pour certaines parties. Voilà. Et puis il y a la grève. La sécurité s'est dégradée avec Ibeka. Et la CEDEAO ne s'est pas rendu compte que la sécurité s'est dégradée depuis que Ibeka est là. La CEDEAO ne s'est pas rendu compte que 3/4 du pays n'est pas contrôlé par l'État malien. La question et donc, aujourd'hui, la CEDEAO doit se mettre du côté du peuple pour dire Ibeka, voilà, donnez le peuple qui vous a élu
le pouvoir pour pouvoir mettre debout ce pays-là. Parce qu'on a trop souffert. Moi, je vais bien entendre Richard parler de la Constitution. Je suis aussi démocrate, je suis républicaine, d'accord? Je veux entendre parler de tout ça. Mais en tant que ménagère qui se trouve dans mon village, que je veux juste vivre la paix, élever mes enfants, qu'ils aillent à l'école, je ne peux plus entendre parler d'une violation de la Constitution ou ne pas être républicaine. C'est vrai que la question sécurité est devenue centrale aujourd'hui, et notamment dans les tensions que vit votre pays et le Mali. Mais on marque une pause, on revient dans quelques instants, aborder la question sécuritaire. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. On ne peut plus revenir sur la Constitution? Ah, si vous voulez. Okay. Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré au Mali qui vit de fortes tensions politiques en ce moment. Alors, il y a trois principales raisons qu'avancent les Maliens qui descendent dans les rues pour exiger la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est d'abord son bilan sécuritaire. Puis la pauvreté de masse. Et la corruption qui aurait pris d'ampleur dans votre pays, comme l'a indiqué Clément Dembélé de la PCC, cette plateforme de la société civile qui lutte contre la corruption, à mon micro dans l'une de mes émissions. On écoute très rapidement Clément Dembélé. J'ai envie de vous demander, M. Dembélé, quelle est l'ampleur de la corruption dans votre pays, le Mali? Pour vous donner un ordre d'idée, la corruption au Mali, en moyenne, est de 250 milliards de francs CFA détournés. Le rapport de Agence Transparency, le rapport de Afrobaromètre, le rapport de Fondation Frédéric Ebert, le rapport du FMI, de la Banque mondiale et le rapport du vérificateur général. Là, quand on prend l'autre rapport de Frédéric Ebert, on prend un autre rapport de Casca, on prend un autre rapport de contrôle d'État, on prend le rapport du FMI, le rapport de la Banque mondiale, on tombe sur les chiffres exactement de 251 870 millions de francs. Et nous sommes à un niveau de métastase du cancer qu'il faut traiter rapidement. Il faut aujourd'hui que le Mali soit assaini, sinon nous allons tous périr. Vous savez, le problème de l'insécurité, le problème de la misère, le problème de l'immigration clandestine, le problème du chômage, tout cela est lié à un seul phénomène, c'est la corruption et l'impunité au Mali. Tiambel, Gimbara, 251 milliards de francs CFA sont annuellement détournés. Au Mali, 6 rapports, a-t-il cité, le disent. 251 milliards de francs CFA chaque année sont détournés au Mali, pendant que la grande partie des Maliens végètent dans la pauvreté. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça piétine la lutte contre la corruption et l'impunité au Mali, et qui nourrit aujourd'hui, et qui exacerbe aujourd'hui les colères qu'on voit dans les rues de Bamako? La corruption est une réalité au Mali. Le nier, c'est nier l'évidence. C'est une réalité au Mali qui s'explique d'abord par la sociologie malienne. Elle a tendance à encourager ceux qui sont en poste de responsabilité de détourner des deniers publics. Nous devons commencer à soigner la gangrène au niveau de la société. Il faut sanctionner. Ensuite, il y a la justice. Oui. L'indépendance de la justice, avec cette panoplie de rapports que l'on voit ici, qui sont transmises à la justice. Oui. Le rapport du vérificateur général, après instruction du président de la République, est transmis à la justice. Pourquoi ce rapport-là ne fait pas l'objet d'investigation? Il faut saluer le combat de Clément Dembélé et autres, qui est dénué de tout sens politique. La lutte contre la corruption est une lutte nécessaire, indispensable dans tout pays responsable démocratique. Et elle doit se faire de commun accord avec l'appui de la société civile. Voici un combat noble que Mme Koulibaly doit soutenir et M. Sidibé. Voici un combat autour duquel on doit se retrouver pour sortir de cette société ceux qui gangrènent, ceux qui empêchent le développement, ceux qui arrêtent, qui pillent les deniers publics. Ça, c'est un combat général. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a mis son mandat plus de N fois sous la lutte contre la corruption. Mais le résultat n'est pas satisfaisant. Il n'a pas trouvé les bonnes méthodes. Non, le résultat n'est pas satisfaisant. Mais il faut changer de méthode. Récemment, c'est avec l'actuel gouvernement que
on essaie de bouger. Et là, avec une politisation à outrance, il faut sortir la politique de certains aspects pour aller droit à l'essentiel et corriger la chose par tous les panoplies qu'on possède. L'insécurité est aussi nourrie par la corruption, dit Clément Dambélé. Madame Koulibaly, le président Ibrahim Boubacar Keïta a l'habitude de dire, quand je prenais le pouvoir, le Mali était dans un trou. À terre. La question sécuritaire, c'est vrai, on ne peut pas dire que... J'ai reçu il y a quelques jours un général français dans une émission pour parler de l'attentat en Côte d'Ivoire, qui même l'armée malienne française n'y arrive pas. C'est une lutte de longue haleine. Peut-être êtes-vous un peu trop exigeant, non, vis-à-vis du président actuel, qui sans doute, dont il faut saluer l'armée. Il faut saluer l'armée malienne qui paie le lourd tribut dans cette lutte. Richard, oui. Effectivement, l'armée malienne est à saluer. Nous avons tout le temps encouragé et salué l'armée malienne quand ils doivent défendre un territoire de 1 223 000 km², oui. Sans moyens. C'est ça. Et avec des effectifs aussi pas assez. 1 milliard, disons, 1230 milliards ont été votés pour que l'armée depuis 2015, pour que l'armée puisse au moins être équipée. Et c'est devenu quoi? Des avions qui ne volent pas, des avions qui n'ont pas de visière, ou tout simplement des chars en carton. Sans compter que, évidemment, quand c'est notre brave armée, ils sont cantonnés, et que, comment dit-on, le service minimum qui est d'avoir de l'eau dans les camps, c'est tout, le plus souvent quand ils tombent dans des embuscades, c'est parce qu'ils vont chercher, même à Songo, il n'y a pas longtemps, oui. Ils sont sortis du camp pour aller chercher de l'eau, ils sont tombés dans une embuscade et ils les ont tués. Donc je veux dire que l'armée est à saluer. On ne peut pas, le peuple malien ne peut pas tous les jours s'arrêter de ne pas saluer cette brave armée. Seulement, c'est l'État. C'est l'État qui ne fait pas le nécessaire au niveau de l'armée. Si Ibeka a trouvé le pays à terre, je pense que là, il risque de l'enterrer. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est sa gérance. Lorsque Alassane Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était à terre. Et Ibeka, c'est 7 ans de pouvoir. Enfin, 7 ans quand même. Comparaison n'est pas raison. 7 ans, comparaison n'est pas... 7 ans n'est pas... je vais dire, comparaison n'est pas raison, mais c'est la gouvernance. Il faut au moins qu'on voit une progression, qu'on voit une légère amélioration. Mais la situation se dégrade, il n'y a pas d'amélioration. J'ai dit, je répète, ça va être redondant, lorsqu'il est venu au pouvoir, mais l'État était à Kidal. Et ça, c'est le symbole pour montrer que ce système n'a pas fonctionné. En fait, moi, ici... L'État était cantonné à Kidal. Laisse-moi parler. En fait, moi, ici, je n'ai rien contre Ibeka, mais j'ai quelque chose contre le système. Oui. C'est le système qui est mis en place. Il n'y a pas d'État. L'État ne s'occupe. Pourquoi il y a le djihadisme qui est arrivé là et qu'on dit l'armée a tué des peuls? Parce que tout simplement, la jeunesse étant désespérée, au chômage, n'ont pas de travail, n'ont rien. Je rappelle. Donc cette jeunesse s'est enrôlée dans ce djihadisme. Oui. Voilà, parce que quand il y a un vide, comme on dit, la nature a horreur du vide. Quand il y a un vide, les djihadistes l'occupent, comme il vient de dire, et aussi les religieux l'occupent. Donc, ce que nous disons, il n'y a pas d'État. Ça, Tchombel, nous sommes en train et le chef de l'État, c'est qui? C'est Ibrahim Boubacar Keïta. Nous sommes en train de parler d'une situation quand même qui est d'une extrême gravité. Et le signe est là. Mon invité Abraham Brahima Sidibé porte un t-shirt où on a l'image du chef de file de l'opposition malienne. La situation est devenue tellement grave dans votre pays que le chef de file de l'opposition malienne est aujourd'hui dans les mains des preneurs d'otages. Voilà. Même le personnel politique malien n'est plus en sécurité. Voilà une première violation de la constitution malienne. Tiambel, qu'est-ce qui est fait? Dites-le aux Maliens.
D'abord pour retrouver libre, sain et sauf Soumaïla Cissé, et pour donner espoir aux Maliens en termes de sécurité. Non, je crois franchement que cette situation est regrettable. Est regrettable et plus que condamnable. Là, nous ne sommes pas dans du tout une posture politique. Soumaïla Cissé est un père de famille. Oui. C'est un chef de grand parti. D'un parti politique qui a même brigué la magistrature suprême. Donc c'est un cadre qui a servi ce pays, qui a servi le Mali. Son enlèvement est condamnable. Son enlèvement n'est pas acceptable. Son enlèvement et son arrestation par des hommes n'est pas tolérable. Mais, il y a un mais, le gouvernement doit déployer tous les moyens. Ça, c'est des luttes nobles. C'est un combat noble. Personne au Mali depuis le 25 mars, rien à dire. Ce monsieur a perdu la liberté. Vous avez dit c'est un père de famille. Il a perdu la liberté depuis le 25 mars. C'est pas acceptable ce qui se passe. C'est une cause réelle, une lutte normale. Le président de la République s'est employé, a accompagné, a entendu, s'est levé pour se battre pour que cela soit. Il a donné des signes de vie dans sa déclaration, dans ses propos la dernière fois. Mais réellement, ça ne suffit pas. Personne n'est au courant de ces signes de vie. Ce qui est souhaitable, ce qui est demandé à tous ces intervenants dans l'espace politique malien, que ce soit l'aménagement, Barkhane, que ce soit tout le monde, c'est d'accompagner l'État malien, le gouvernement malien, à ce que Soumaïla Cissé rejoigne sa famille le gouvernement fait quelque chose possible. Si oui, que fait concrètement? Le gouvernement fait quelque chose. Le gouvernement a nommé l'ancien Premier ministre, Ousmane Issoufi Maïga, président d'une commission pour réunir tous les moyens, travailler à ce que Soumaïla soit libre le plus vite possible. Il travaille. Le président de la République a fait un voyage récemment. Le président de la République a fait un voyage récemment. Bon, peut-être que vous pouvez répondre après, mais je crois que le président de la République s'est rendu à Abu Dhabi pour rencontrer des interlocuteurs pour trouver la libération. Le gouvernement de la République a libéré des prisonniers djihadistes en monnaie pour prouver sa bonne foi pour la libération de Soumaïla Cissé. Le gouvernement de la République Mali a mis des milliards sur la table en compensation pour trouver la libération. Un jour ou un autre, on fera le bilan. Je crois que rien n'est trop pour la liberté d'un homme de son rang. Rien n'est trop. Aucun sacrifice ne doit être épargné pour que Soumaïla rejoigne. Moi, je pense qu'il faut parler. Sidibé, vous savez, dans des situations comme ça, on ne dit pas forcément à la télé ce que fait le pouvoir pour retrouver l'otage. Vous voyez, il y a un minimum de confidentialité qu'il faut garder autour des captations. Donc, on considère, on ne peut que concéder. Moi, je suis content qu'il ait dit actuel, effectivement. Je suis content qu'il ait dit que Soumaïla a été enlevé par des hommes armés. Il n'a pas dit des djihadistes. Parce que la vérité, Soumaïla n'a pas été enlevé par des djihadistes. Soumaïla, c'est un. Vous connaissez ce qui. Le cas de Soumaïla, c'est un kidnapping politique. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai tous mes éléments. Je vous donne tous mes éléments. C'est un kidnapping politique. Je suis content qu'il n'ait pas dit djihadistes, parce que ce n'est pas des djihadistes. Premièrement... Attendez. Quelqu'un aurait intérêt ou commandité l'enlèvement? Quelqu'un aurait, ce n'est pas des djihadistes. D'abord, on a demandé aux différents chefs djihadistes, que ce soit Agali ou que ce soit Koufa, ils n'ont pas Soumaïla. Ils n'ont pas Soumaïla. Le mode opératoire, ce n'est pas le mode opératoire des djihadistes. Ils ont été arrêtés, Soumaïla et sa délégation. Vous savez combien ils étaient? Ils étaient 17 au départ. Jamais dans l'histoire du djihadisme, les djihadistes ont arrêté des gens et ils ont libéré les gens tout de suite, sans aucune négociation. Là, dans ce cas précis, quand ils les ont arrêtés, tout de suite, on a libéré quelques personnes, à peu près 7 personnes, d'accord? Les djihadistes étaient habillés en treillis, avec des rangers. Ils avaient un talkie-walkie. Les talkie-walkie, la portée, elle est 10 km, d'accord? Ils n'utilisent jamais ça, les vrais djihadistes, ok? Premièrement, ils appelaient aussi au téléphone, au talkie, chef quelqu'un. Les djihadistes, ils ne font pas ça. On connaît les modes opératoires. En tout cas, ceux qui sont dans les négociations connaissent comment fonctionnent les djihadistes. Maintenant, quand vous prenez cela, en plus des éléments que nous avons, manière dont... Laisse-moi juste finir. Laisse-moi juste finir, parce que je ne vous ai pas interrompu. Malheureusement, on est arrivé à la fin de cette émission. Mais l'enlèvement de Soumaïla, c'est un enlèvement politique. Parce que tout simplement, tout porte à croire, même les fake news qui ont été postées, on sait à peu près qui les a postées, ça c'est un. Et deuxièmement, quand vous regardez la chronologie de la situation, donc, juste 2 jours avant Richard... actuel sait qui a enlevé... Il l'a dit.
Il a dit le président, il sait où il est. L'incohérence. Et comment il va bien sûr, il a dit le président lui-même. L'incohérence vient d'où? Le président n'a jamais reconnu d'avoir enlevé Soumaïla. Ça, c'est la confusion. Je crois qu'il porte la responsabilité de ce qui va arriver à Soumaïla. Il connaît ce qu'il a eu. Il a dit qu'il connaît. Il n'a pas dit qu'il a enlevé. C'est une accusation grave que je refuse. C'est une accusation grave que tu vas pas porter. Richard, moi, je n'ai pas dit qu'il... Non, il n'a pas dit que... C'est ce qu'il a dit. Non, il n'a pas dit que le président a reconnu l'avoir enlevé. Il dit le président sait... Voilà, le président dit... C'est le président, moi je n'ai pas dit. C'est le président qui dit qu'il sait. Mais ça fait 3 jours, il dit qu'il va être libéré très bientôt. Ça fait 3 jours qu'il attend. En France, quand on dit très bientôt, c'est demain ou après-demain. D'accord? Pas une semaine après. Juste Richard, juste 2 secondes. Pour finir. Aujourd'hui, clairement, Soumaïla, on l'empêche de devenir ce qu'il doit devenir. Personne ne peut le faire. Mais malheureusement, Richard, juste pour finir cette phrase-là. Aujourd'hui, l'État malien, Ibeka a dit de sa bouche qu'il sait où est Soumaïla Cissé et qui les détiennent. Et c'est lui qui a été nommé parce qu'il dit qu'il a fait beaucoup de choses. Cette personne-là, ils ont mis 1 mois pour signer son décret de nomination. Cette personne a mis aujourd'hui, jusqu'au moment où je vous parle, le Premier ministre Issoufi n'est pas allé voir la famille de Soumaïla Cissé, même pas un coup de fil pour dire bonjour. Et quand vous êtes en charge d'une gestion pareille, la première des choses, c'est d'abord l'humanité. Vous avez des preuves. Madame, on n'a aucune... Koulibaly, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre dernier propos, vous avez dit la nature a horreur du vide. Quand je venais dans cette émission, j'ai rencontré un Malien qui me dit, je constate avec regret que mes frères maliens n'ont pas compris certaines choses. C'est que nous paierons cher à affaiblir nos institutions. Aujourd'hui, s'attaquer à une institution qu'est le président de la République, dans un contexte sécuritaire fragile, volatile, où il y a des ennemis partout, des djihadistes partout, c'est fragiliser le Mali davantage, c'est fragiliser la République. Ce dont le Mali a besoin aujourd'hui, c'est plus d'unité pour faire face aux grands défis. Qu'est-ce que vous lui répondez? Richard, d'abord je dis par rapport aux enlèvements, évidemment tout est centré sur Soumaïla Cissé, mais il y a également énormément de chefs de pères de famille qui ont été enlevés et que personne ne sait où ils se trouvent. Et donc toutes ces personnes méritent aussi attention comme Soumaïla Cissé. Voilà, ça je voulais rajouter ça. Maintenant pour répondre à ta question, les gens disent qui fragilise les institutions? C'est Ibeka qui a fragilisé les institutions. Il ne faut pas qu'on renverse la vapeur. D'accord. C'est Ibeka et son régime qui ont fragilisé les institutions. Tout le prouve. Quand des paisibles, je peux dire des paisibles citoyens, quand le service secret enlève les gens dans la rue. Kakoulé, tu viens de nous montrer comment il s'appelle, Clément Dambélé a été enlevé, séquestré pendant 2 semaines dans le noir, même dans une société primitive, on ne ferait pas ça. Donc, Nouroussar a été enlevé, et plein d'autres qui ont été enlevés. La conclusion, c'est que, effectivement, vous dites que ce sont les institutions elles-mêmes qui se fragilisent dans votre pays. Ce n'est pas les institutions elles-mêmes, c'est le chef de l'État et le régime qui a fragilisé au jour d'aujourd'hui les institutions. Et le peuple s'est réveillé pour dire non, on va sauver nos institutions et sauver le peuple malien, sauver le Mali, hommes, femmes, enfants, toute cette population qui s'est mise dans la rue. C'est le régime qui a violé en premier la constitution malienne. Ça suffit. Maintenant, il faut qu'on Merci. Madame Ramata Maïga Koulibaly, je rappelle que vous êtes la coordonnatrice du M5 RFP, Rassemblement des forces patriotiques France-Europe. Merci d'avoir participé à cette émission. Abraham Sori Brahima Sidibé, on l'a vu, porte-parole du collectif Diaspora pour la libération de Soumaïla Cissé. Nous souhaitons, effectivement, on ne peut que le souhaiter d'ailleurs, que ce grand homme, ce grand Malien retrouve la liberté, qu'il puisse regagner sa famille biologique et sa famille politique, pour reconstruire ensemble avec les autres Maliens votre grand pays, le Mali. Tiens belle.
Guim Bayara. On l'a vu ici, vous restez dans la légalité, vous souhaitez effectivement que les Maliens aient la patience de laisser le président aller au terme de son mandat. Merci, merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie, comme toujours, d'avoir été nombreux à suivre. Et restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci Richard. Merci.